un groupe de héros se dirige vers la sombre forêt pour une mission visant à libérer leur foyer. Ils manient tous des armes puissantes appelées Rogalia, des armes qui leur confèrent un pouvoir bien supérieur à celui d'un humain ordinaire. Ils sont donc pleinement préparés à vaincre les bêtes obscures de la forêt. Cependant, dès leur arrivée, leur conducteur est projeté dans les abîmes par l'une de ces créatures. Les autres passent immédiatement à l'action, et leur chef, Stéphane, ordonne à tous de se mettre en formation, alors qu'ils chargent droit vers le repère des bêtes obscures. L'utilisateur du Kutla commence à trancher tous les monstres sur son passage avec sa technique du tourbillon, tandis que Stéphane utilise sa lame pour décapiter un serpent géant qu'il affrontait. Cependant, même décapité, le serpent tente encore de mordre Stéphane. À la dernière seconde, Alicia parvient à l'arrêter en lui transperçant l'œil avec son épée pour l'achever. Jusqu'ici, l'équipe s'en sort plutôt bien. Maintenant que tous les monstres faibles de la zone ont été éliminés, elle s'aventure plus profondément dans la grotte pour traquer le seigneur des bêtes du sud. Ils finissent par atteindre le centre de la grotte et se retrouvent face à face avec Clévatès de la Claire de Lune. Et vous savez que ça va mal tourner quand le monstre fait une entrée avec une aura qui se forme. Tout le monde peut sentir l'intensité qui émane de la bête. Mais Stéphane est convaincu que lui et son équipe peuvent surmonter n'importe quoi grâce au pouvoir de l'amitié. Peu importe, l'amitié ne les sauvera pas ici. Après avoir vu Clévat peindre le mur avec le sang de Stéphane, je me demande encore si être un héros en vaut vraiment la peine. Mais le tank semble croire qu'il peut faire mieux. Il saute en l'air pour attaquer, et se fait presque immédiatement décapiter en plein vol. Les autres commencent enfin à réaliser qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, mais il est trop tard pour battre en retraite ou se regrouper, car Clévat a commencé à les éliminer un par un avec sa queue. Ils sont confus. Comment le monstre peut-il les atteindre si rapidement? C'est alors qu'Alicia comprend que les attaques proviennent de leurs ombres. Elle crie à tout le monde de sauter pour créer une distance avec l'ombre. Grâce à sa réflexion rapide, elle parvient à parer l'attaque de la bête et à survivre. Mais les autres n'ont pas cette chance. L'un des héros survivants enfonce sa lance dans le sol pour invoquer un golem de terre. Mais le sol ici est sous le contrôle de Clévatès. Le héros ne peut pas terminer son invocation, et plusieurs pointes de queue émergent du sol pour le découper. L'utilisateur de la lance tente de charger Clévat pour le dominer. Mais pendant que ce dernier lutte pour sa vie, Clévat, lui, se demande tranquillement comment des êtres aussi faibles que les humains ont pu pénétrer dans son repère. Il achève ensuite le reste des héros, ne laissant en vie que qu'Alicia, qui a réussi à esquiver les attaques en planant avec son épée. Elle parvient à s'approcher suffisamment du visage de Clévat pour lui porter un bon coup. Mais même son attaque la plus puissante ne laisse qu'une égratignure. Pendant ce temps, Clévat est toujours perdu dans ses pensées. Il ne comprend pas la stupidité qui a poussé les humains à attaquer son territoire, alors qu'il n'a eu aucun conflit avec eux depuis plus de 1000 ans. Mais s'il continue à l'embêter, il devra trouver une solution plus permanente. D'abord, il s'occupe d'Alicia, il lui tranche les membres et la laisse tomber vers sa perte. Peu après, Clévat atterrit brutalement dans le royaume humain. Il est là, avec la vengeance en tête. Il était parfaitement content de laisser les humains tranquilles tant qu'ils s'occupaient de leurs affaires, mais ils ont voulu conquérir son territoire. D'après ce que les héros ont dit avant le combat, ils ont été envoyés par le roi d'Éden. Alors, il devra avoir une conversation avec lui à ce sujet. Les archers du royaume, alertés de la menace, arrivent et visent Clévatès. Mais, sans surprise, leurs flèches ne lui font absolument aucun mal. Yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Malgré la différence de puissance évidente, il continue à attaquer, comme si cela pouvait changer quelque chose. Clévat est là uniquement pour le roi. Il allait donc, au départ, ignorer tous les autres humains. Mais puisque ceux-ci l'attaquent, il les massacre tous sur son chemin vers le château. Les gardes du château commencent à préparer le reste de leur défense et pointent leurs catapultes vers Clévat. Mais, une fois encore, leurs armes n'ont aucun effet sur lui. Clévat déchire alors les murs du château avec une facilité déconcertante. À l'intérieur, l'un des gardes va prévenir le roi de l'attaque. Mais ce dernier a déjà entendu tous les bruits de fracas, alors il devine à peu près ce qu'il s'est passé. Il comprend que les héros qu'il avait envoyés ont échoué à tuer Clévat. Les armes d'Éden ne sont pas encore assez puissantes. Il réalise que Clévat est très probablement venu pour lui. Fuir n'aurait aucun sens, car Clévat le traquerait malgré tout. Même s'il sait qu'il va mourir, le roi veut au moins sceller la forge pour que les flammes de Éden ne s'éteignent jamais. Dehors, Clévat se demande pourquoi les humains ici sont si pitoyables, comparés aux héros qu'il avait attaqués. Au début, il a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un entraînement spécial. Mais, après que les gardes du château lui ont tiré dessus avec des projectiles dissimulés, il comprend que leur force résidait dans leurs armes. En y repensant, même si cela n'a pas causé beaucoup de dégâts, l'épée qu'Alicia avait utilisée pour trancher sa corne a bel et bien laissé une marque, ce qui n'aurait jamais dû être possible. Même si les humains ne sont que des insectes pour lui, un insecte avec un dard peut toujours être dangereux. Clévat décide alors d'éclaircir cette affaire. Pendant ce temps, dans les profondeurs du château, le roi descend vers la forge d'Éden. Mais soudain, les murs autour de lui se mettent à trembler. Il comprend aussitôt que Clévat est tout proche et se précipite vers la forge. Quelques instants plus tard, Clévat arrache le toit du château.
Dès qu'il aperçoit le roi, il l'interpelle. Le roi essaie de rester impassible et déclare que Clévat n'a pas le droit de lui parler de la sorte. Mais Clévat lui ordonne de surveiller son ton. S'il le voulait, il pourrait anéantir tous les humains en un instant, pas seulement ceux d'Éden, mais aussi ceux des royaumes voisins. Il aurait pu tuer le roi sur le champ. Mais même s'il le faisait, un autre roi finirait par apparaître et perturber son territoire à nouveau. Alors, il lui laisse une chance de s'expliquer. Il veut savoir pourquoi le roi a envoyé des héros pour l'attaquer. Au lieu de répondre clairement, le roi crache presque au visage de Clévat, déclarant qu'une bête comme lui ne pourrait jamais comprendre l'ambition humaine. Clévat a entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il tranche alors la tête du roi et commence à préparer ses plans pour éliminer tous les humains de la surface de la terre. Cependant, alors qu'il quitte la ville en ruine, il tombe sur un bébé qui pleure, sa mère ayant été écrasée sous des décombres. Clévat ne ressent aucune sympathie. Il s'apprête à continuer son chemin. Mais la mère, encore consciente, l'interpelle. Elle lui demande de sauver son enfant. Clévat, stupéfait par la hardiesse de cette demande, lui rappelle que c'est lui qui a causé la ruine de ce royaume, et qu'il a déjà décidé d'exterminer tous les humains. Alors, pourquoi voudrait-il sauver un enfant humain? La mère comprend son point de vue, mais, quoi que les adultes aient pu faire pour mériter la colère de Clévatès, elle insiste. Le bébé, lui, n'a rien fait pour mériter un tel sort. Clévat ne voit pas l'intérêt de discuter de l'innocence du bébé, puisque pour lui, tous les humains se valent. Mais il est prêt à jouer le jeu. Alors, il demande à la mère si elle peut lui prouver la valeur de l'enfant. Elle sait bien qu'elle ne pourra rien prouver, surtout qu'elle va bientôt mourir. Mais elle jure que, si Clévat accepte de le sauver, il finira par découvrir cette valeur par lui-même. La mère meurt peu après. Clévatès, impassible, s'éloigne. Pourtant, quelque chose a dû le toucher, car il revient sur ses pas pour prendre le bébé. Il n'est toujours pas convaincu que ce soit une bonne idée, mais, comparé à sa longue existence, la vie d'un enfant humain est négligeable. Il décide donc de s'en occuper, par curiosité. Dans le pays des TIA, il existe 5 races humanoïdes. La première, un royaume de personnes nombreuses, très habiles en architecture. Ensuite viennent les Orgites, excellents chasseurs et médecins, puis les Sladen, des êtres aquatiques, maîtres de la nage et de la pêche. Les Bantii, eux, sont des barbares forts individuellement, mais incapables de coopérer, même face à la mort. Et enfin, il y avait un 5e royaume. Il n'existe plus. C'était la plus ancienne des races humanoïdes, et ils excellaient dans la forge. Ce sont eux qui ont créé les lames d'Éden. Le monde ne se résume pas à Justetia. Au-delà des frontières du continent, il est entouré de ténèbres. C'est là que vivent les bêtes obscures et leurs 4 seigneurs, dont les Vatéès. Aucun humain n'a jamais quitté les terres de Théia. De retour dans sa grotte, Clévatès a ramené le bébé avec lui. Il a effrayé toutes les bêtes aux alentours, pour être sûr qu'aucune ne viendrait le dévorer. Il se blottit ensuite près du nourrisson pour se reposer. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de lui. Il pourrait lui donner un peu de son énergie, juste assez pour qu'il survive et ne meure pas trop vite. Mais voilà, le bébé est couvert de caca, et Clévat n'a pas signé pour ça. Alors, sans aucune hésitation, il le saisit et le jette dans une fosse à araignées. Le bébé pleure immédiatement et à sa place, qui ne le ferait pas? Il est entouré d'araignées. Clévatès le rassure, il est en sécurité. Ces araignées ne mangent que du caca. Il l'a donc jeté là pour le nettoyer. Pas très rassurant, mais efficace. Même après l'avoir remonté, l'enfant continue de pleurer. Clévat commence à en avoir assez, mais en tant que seigneur des bêtes obscures, il refuse de revenir sur sa décision. Il devra aller jusqu'au bout, et pour s'assurer de la survie du bébé, il lui faut un humain pour s'en occuper. Il retourne donc voir les héros qu'il avait tués, pour vérifier si l'un d'eux peut encore lui servir. Quelques instants plus tard, Alicia se réveille, les yeux fixés vers le ciel. Elle se souvient pourtant clairement d'avoir été tuée. Elle croit un instant être dans l'au-delà, mais dès qu'elle aperçoit Clévatès, elle comprend, elle est toujours dans sa grotte. Elle cherche instinctivement son épée, mais Clévat l'informe qu'il a déjà jeté toutes les armes ainsi que les corps de ses compagnons dans le ravin. Pourtant, elle avait l'air utile. C'est pourquoi il a décidé de la ressusciter. Actuellement, Alicia n'est rien de plus qu'un cadavre ambulant. La seule chose qui la maintient en mouvement, c'est l'énergie obscure que Clévat lui a insufflée. Mais ça suffira pour le moment. Alors, il lui dit de se rendre utile, et de lui donner du lait. Il lui faut un moment pour comprendre ce qu'il vient de dire. Mais Clévat ne plaisante pas. Et ce n'est pas une demande, il a besoin de ce lait. Alors, il utilise ses pouvoirs pour forcer Alicia à obéir. Cependant, après plusieurs minutes de succion, Clévat finit par réaliser que ça ne marche pas. Alicia lui dit que c'était évident, puisque ça ne marcherait pas. Elle n'a jamais eu de bébé auparavant. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Clévat voudrait garder un bébé en vie. En premier lieu, Clévat n'a pas l'intention de lui expliquer ses raisons. Mais comme Alicia ne peut pas fournir de lait, il va devoir la rendre utile d'une autre manière. Le bébé ne mourra pas tant que Clévat continue de lui donner de l'énergie, mais il sera perpétuellement affamé. Alors, il demande à Alicia s'il y a un autre moyen d'obtenir du lait. Alicia ne peut pas désobéir à l'ordre de Clévatès.
Elle lui dit qu'il devra engager une nourrice pour nourrir le bébé, mais pour cela, il devrait se rendre dans une ville humaine. Et avec sa forme actuelle, il est sûr de causer la panique. Il décide donc de prendre une forme humaine, pour se fondre dans la foule. Il n'a pas beaucoup de références. Alors, il choisit de prendre la forme de la mère du bébé et dit qu'il s'appellera Crony, que le bébé s'appellera Luna. Crane dit à Alicia de lui montrer le chemin vers le village le plus proche. Mais avant cela, ils doivent s'arrêter pour qu'Alicia lave la couverture de Luna. Pendant qu'elle la lave, elle remarque que la couverture porte l'emblème royal d'Éden. Pendant ce temps, dans ce qu'il reste d'Éden, la nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue. Un éclaireur a été envoyé pour inspecter les dégâts. Il n'arrive pas à croire qu'une seule bête obscure ait pu causer autant de destruction. Mais c'est exactement pour cela qu'il pensait qu'attaquer l'un des seigneurs des bêtes était trop téméraire. Et le timing n'aurait pas pu être pire. Le jour de l'attaque était aussi celui où la princesse héritière devait fuir le royaume avec son fils. De retour près de la rivière, Alicia confronte Crane et lui demande s'il savait que Luna était de la famille royale lorsqu'il a pris le bébé. Crane n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alicia souligne alors que le tissu dans lequel Luna était enveloppée portait l'emblème royal, et que seuls les membres de la famille royale peuvent l'utiliser. Maintenant que Crane y pense, la femme dont il a pris Luna était écrasée sous les décombres du château. Donc, il est logique que Luna soit un membre de la famille royale. Mais ça ne change pas vraiment ses plans. Alicia lui demande ce qu'il veut dire par « décombres du château ». Crane lui dit carrément qu'il a détruit Éden et tué le roi, la nuit dernière. Alicia ne peut pas croire qu'Éden ait vraiment été détruit. Mais Crane lui rappelle que ce sont eux qui l'ont attaqué en premier. Crane ne pense pas que ce soit si grave. Alicia, elle, dit que c'est très grave, car si Crane a vraiment anéanti Éden, et que Luna est le dernier membre de la famille royale, cela signifie que des tonnes de gens vont le poursuivre. Crane demande pourquoi. Alors Alicia explique que seuls les membres de la famille royale de Éden peuvent utiliser les techniques de forge spéciales qui servent à fabriquer les armes de Éden. Mais juste après avoir dit ça, elle réalise qu'elle a révélé trop d'informations. Crane n'avait pas beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait faire de Luna jusqu'à présent. Mais s'il est vraiment si important, alors Crane ne verrait pas d'inconvénient à en faire le nouveau roi des humains. Ainsi, il pourrait tout contrôler dans l'ombre, et écraser les humains une fois pour toutes s'ils dépassent les bornes. Mais pour l'instant, ils doivent encore trouver du lait pour Luna. Il dit donc à Alicia de se remettre en marche. Alicia ne sait toujours pas pourquoi Crane est si attaché à Luna, mais elle est certaine que s'il lui arrivait quelque chose, il tuerait probablement tous les humains du continent. Alors, Alicia doit le protéger à tout prix. Quelques heures plus tard, Alicia se réveille et se retrouve enchaînée à l'arrière d'une calèche. Crane est content de voir qu'elle est enfin réveillée. Alors, il l'informe calmement qu'ils ont été capturés il y a quelque temps. Mais Crane n'a pas vraiment envie de faire quoi que ce soit à ce sujet, puisque Luna dort ça en ce moment. Alicia, quant à elle, est très inquiète, surtout parce qu'elle ne comprend pas comment les soldats ont réussi à maîtriser Crane aussi facilement. Elle lui demande s'il est aussi faible qu'un humain ordinaire dans cette forme. Mais Crane lui dit que ce n'est pas le cas. Il a toujours tous ses pouvoirs, mais c'est la première fois qu'il prend une forme humaine. Alors, il ne savait pas que le crâne humain était si fragile. Quoi qu'il en soit, il dit que maintenant qu'il est conscient de la fragilité de son corps, personne ne pourra plus le prendre par surprise. Alicia est contente de l'entendre, mais si Crane a déjà retrouvé toute sa force, elle demande pourquoi il ne les a pas déjà sortis de là. Crane lui dit qu'en ce moment, il joue le rôle d'un humain ordinaire, et tant qu'il n'aura pas fait de Luna un roi, il ne veut pas révéler sa véritable identité. De plus, une partie de la raison pour laquelle Crane fait tout cela est pour apprendre à connaître la nature humaine. Alors, il est intéressé de voir le côté plus sinistre de l'humanité. Sur ce point, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici. Alors, il demande à Alicia de lui expliquer. Alicia dit à Crane qu'ils ont été attaqués par des bandits, les pires de la société. Et d'après ce qu'elle voit, les bandits ont l'intention de vendre tous les survivants à un marchand d'esclaves. Crane demande à quel point ces bandits sont censés être forts, et pour des humains, Alicia dit qu'ils ne sont pas si forts. Ils n'hésiteront pas à recourir à des toursalles, alors ils sont vraiment difficiles à gérer. Alicia assure à Crane que la plupart des humains sont loin d'être aussi méprisables que les bandits. Alors, il ne devrait pas baser son opinion de l'humanité sur eux. Finalement, ils arrivent à la base des bandits et tous les captifs sont sommés d'avancer. Un des hommes refuse de se laisser vendre comme esclave. Alors, il tente de s'enfuir, mais avec ses bras enchaînés et ses jambes alourdies, il n'est pas très rapide. Les bandits le voient essayer de s'échapper. Alors, l'un sort un couteau et le plante dans le dos de l'homme, le tuant sur le coup. L'autre bandit annonce alors que quiconque tentera de s'enfuir ou de leur désobéir subira le même sort. Et tous les captifs restants sont si terrifiés que personne n'ose se rebeller. Crane trouve toute cette dynamique intrigante, mais avant qu'il et Alicia ne puissent continuer à marcher, un des bandits s'approche et dit à Alicia qu'elle doit le suivre.
Clem les laisse emmener Alicia puisqu'il veut encore voir comment tout cela va se dérouler, et soudain une femme lui crie dessus parce qu'il ne travaille pas. Comme Clem est techniquement un esclave maintenant, il décide de jouer le jeu et va la voir puisqu'elle l'a appelé. Mais dès qu'elle voit qu'il tient un bébé, elle se met à appeler une femme nommée Neil. Neil est la pauvre esclave obligée de faire tout le travail difficile à la taverne, et elle est un peu maladroite. Alors, quand Carme l'appelle, elle finit par tomber. Carme crie sur Neil pour avoir laissé tomber tous les draps par terre, et Neil s'excuse. Mais à part ça, Carme dit à Neil qu'elle sera chargée de s'occuper du bébé de ce garçon, et dès que Neil voit Loon, ses yeux s'illuminent parce qu'elle aime vraiment les bébés. Pendant ce temps, Alicia est amenée au bureau du vice-capitaine des bandits, Vrocko. Mais Vrocko crie sur les deux pour ne pas l'avoir appelé patron. Les autres bandits pensent qu'il plaisante, mais Vrocko dit qu'il est sérieux, et s'il refuse de le reconnaître comme leur patron, il devra lâcher son animal de compagnie. Betty, Alicia est choquée que Vrocko ait réussi à acquérir un troll monstre de l'Ouest, et elle est encore plus choquée par le fait qu'il est dressé comme un animal fidèle. Passant aux affaires, Vrocko sort le sac de gemmes qu'Alicia portait quand les bandits l'ont capturé. Il sait que ces gemmes ne se trouvent que dans la montagne Luna, mais cet endroit est le territoire de Clévat, l'un des 4 seigneurs des bêtes obscures. Alors, il est impossible qu'une personne ordinaire ait pu les acquérir ou même s'approcher de la zone. Il sait aussi que le royaume d'Éden a récemment envoyé une escouade de héros pour combattre Clévat, mais les rapports disent que les héros ont tous échoué. Vrocko mentionne aussi, par hasard, qu'un des héros était une femme qui ressemble beaucoup à Alicia. Il explique comment Clévat a détruit le royaume d'Éden après l'attaque ratée des héros, et ce fut une vraie tragédie pour tous ceux impliqués. Mais pour le groupe de bandits Raven, c'était la meilleure nouvelle qu'ils pouvaient espérer. Vrocko sort alors une lame rouge, et Alicia est stupéfaite parce qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un comme lui possède une épée monétate. Vrocko se vante de la force incroyable que ses épées, faites de ce métal, donnent à leur utilisateur. Mais il n'a jamais vraiment ressenti cette montée de pouvoir, parce que celle qu'il a en main maintenant est une fausse, puisque seuls les membres de la famille royale peuvent fabriquer de vraies épées magiques. Il dit à Alicia que leur groupe de bandits vend 2 choses, des esclaves et de fausses épées magiques, puisque la plupart des gens sont trop stupides pour faire la différence. Les rumeurs disent que tous les membres de la famille royale sont morts aux mains de Clévat. Et si cela s'avère vrai, alors le prix des épées magiques va monter en flèche en un rien de temps. Il assure que les 13 regalias, fabriqués à la main par le roi avant sa mort, se vendraient à un prix élevé. Mais tous ont apparemment été perdus dans la bataille contre Clévat. Cependant, avec Alicia sous son commandement, Vrocko pense qu'il peut trouver les regalias et les vendre pour faire un énorme profit. Alors, il dit aux deux de les guider vers les regalias le matin, et après ça, ils pourront faire ce qu'ils veulent d'elle. Pendant ce temps, Clem joue diligemment le rôle d'un serviteur à la taverne. Neil est occupé à nourrir Luna. Alors, il n'a aucune raison de causer des problèmes. Mais quelques instants plus tard, un bandit arrive et crie à Neil de lui apporter plus de bière. Neil pose Luna et va chercher la bière. Mais même si elle fait ce qu'il lui demande, le bandit lui donne quand même un coup de pied dans le dos. Après ça, un autre bandit crie à Clem de lui apporter de la viande. Alors Clem obéit et sert le bandit sans se plaindre. Les bandits sont surpris que Clem n'essaie pas du tout de leur désobéir, et ils pensent qu'il fera un excellent esclave. Mais Carme trouve toujours qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui. D'après la corne sur sa tête, elle suppose que Clem doit avoir du sang au brite, mais sa peau est bien trop pâle pour ça, et ses yeux semblent bien trop froids pour un garçon ordinaire. Au même moment, Neil s'occupe de ses affaires et porte la bière au camp. Soudain, un des bandits tend intentionnellement son pied pour la faire trébucher. Neil tombe et brise les tonneaux de bière par terre. Alors, les bandits agissent comme si c'était sa faute, et la traînent dehors pour la punir. Les bandits aiment juste voir Neil souffrir. Après l'avoir battu, ils rentrent chez eux comme d'habitude. Clem utilise alors ses ombres pour dévorer leur corps afin qu'il n'y ait aucune trace de leur mort. Après ça, il trouve Neil et lui demande de lui prêter son lait parce que Luna a encore faim. Neil ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais elle accepte de nourrir Luna. Et pendant que Luna mange, Clem dit qu'il a quelques questions à lui poser. Il veut savoir qui elle est et pourquoi elle est avec les bandits. Alors Neil commence à raconter son histoire. Elle est née dans le camp des pirates, et bien qu'elle n'ait jamais su qui était son père, elle se souvient clairement de sa mère. Les choses n'ont jamais été faciles pour elle, et d'après ce dont elle se souvient, sa mère était constamment maltraitée par les bandits. Mais peu importe à quel point c'était dur, elle a toujours enduré pour Neil. Cependant, vers les 12 ans de Neil, sa mère a soudainement disparu. Neil ne sait pas si elle est morte ou si elle a réussi à s'échapper. Mais une fois sa mère partie, les bandits ont tourné leur attention vers Neil et ont commencé à la blesser pour s'amuser. En conséquence, Neil a perdu la plupart de ses dents et elle n'entend plus que d'une oreille maintenant. Les choses se sont un peu améliorées pour elle quand Carme l'a prise sous son aile. Et depuis, les bandits ont arrêté de cibler Neil pour leur jeu malsain.
De plus, maintenant, elle a un vrai travail à faire. Elle produit beaucoup de lait pour remplir le ventre des bébés affamés. Clem trouve l'histoire de Neil intrigante, mais d'après ce qu'Alicia lui a dit, il faut avoir un enfant avant de pouvoir produire du lait. Alors, il demande à Neil si elle a un enfant. L'expression de Neil devient sombre alors qu'elle explique qu'elle n'en a pas, parce que c'était un mort-né. Quand Carm lui a annoncé la nouvelle, Neil est tombée dans une profonde dépression et elle souhaitait vraiment mourir à ce moment-là. Mais quand elle a ouvert les yeux le lendemain matin, elle a trouvé un bébé inconnu en train de téter son lait. Elle savait que le bébé mourrait de faim si on le laissait seul. Alors, elle l'a laissé boire autant qu'il voulait, et après ça, d'autres bébés lui ont été confiés pour les nourrir. C'est comme ça qu'elle est devenue la nourrice résidente. C'est pourquoi, même si sa vie n'a pas été géniale, elle veut faire de son mieux pour que les bébés qui ont besoin d'elle soient heureux. Clem en a assez entendu. Alors, il remercie Neil de lui avoir raconté son histoire et lui demande de venir avec lui. Il veut l'engager comme nourrice de Luna, et bien qu'il ne fasse généralement pas confiance aux humains, il peut dire que Neil est une bonne personne. Neil dit qu'elle est heureuse de recevoir une telle offre, mais elle ne pense pas que Clem puisse vraiment sortir d'ici puisqu'il est un esclave comme elle. Alors, elle décline poliment son offre. Pendant ce temps, quelques bandits emmènent Alicia le long d'un pont de corde, et celle-ci réalise qu'elle est conduite vers un puits de mine inondé. Elle a un très mauvais pressentiment. Au fond de la mine, elle voit un homme s'approcher du bord, la jeter avec un crochet dans les mains. Les bandits rient tous parce qu'ils savent ce qui va se passer. Mais même s'il est clair qu'on lui tend un piège, l'homme prévoit toujours de le faire parce que les bandits ont promis de le laisser, lui et sa femme, partir s'ils récupèrent le trésor au fond du lac. L'homme plonge et commence à nager vers le fond du lac. Mais Alicia lui crie de sortir de là immédiatement, parce que selon les légendes, le puits est plein de monstres. Quelques instants plus tard, ces monstres sortent de l'eau avec l'homme dans leurs mâchoires, et commencent à le dévorer devant sa femme dévastée. Alicia est écœurée par ce qu'elle vient de voir, mais les bandits ont l'air d'avoir vraiment apprécié regarder cet homme se faire déchirer. Les monstres dans l'eau s'appellent les Arvins, et ils sont apparus pendant la grande inondation il y a 300 ans. Maintenant, ils sont confinés dans l'eau de ces mines. Même le héros Cordor, le plus fort héros de sa génération, n'a pas pu les vaincre, et c'était quand il y avait encore de la terre ferme pour se battre. Mais maintenant que la mine est complètement inondée, il est pratiquement impossible de vaincre les Arvins. L'épée magique que le vieux héros utilisait s'appelait Stream Splitté. Alicia suppose que c'est le trésor que les bandits ont dit à cet homme d'aller récupérer. Mais même s'ils lui ont promis la liberté en échange du risque de sa vie, les bandits n'ont jamais eu l'intention de le laisser vivre, même s'il avait réussi à revenir vivant d'une manière ou d'une autre. Elle les traite de salopards irrécupérables, mais les bandits lui disent qu'elle n'est pas en position de leur parler comme ça, quand ses mains sont liées, ses pieds sont enchaînés, et qu'ils sont sur un pont à des centaines de mètres en l'air. Il y a même une douzaine d'autres bandits qui attendent leur chance pour la torturer toute la nuit, et Fido est particulièrement excitée à l'idée de la faire crier. Vu la situation, Alicia n'a plus beaucoup d'options, et elle espérait vraiment ne pas avoir à compter sur la malédiction de Clévatès, mais il semble qu'elle n'ait plus le choix maintenant. Elle se disloque immédiatement l'épaule, et fait tourner ses bras au-dessus de sa tête pour écraser la tête de Fido entre les menottes, et le faire couper la corde du pont avec sa lame. Cela les fait tomber tous les deux dans la mine rocheuse en dessous, et un craquement inquiétant se fait entendre quand le corps d'Alicia heurte le sol, la tuant sur le coup. C'était la fin de l'épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.